Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre émission Monde politique de la radio Watt FM et de la télévision Free TV. Monde politique, c'est une question de développement économique, de politique sociale, de politique sportive, culturelle et j'en oublie. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous au docteur Assimi Diallo, docteur vétérinaire, consultant indépendant sur les questions d'organisation pastorale. Il travaille auprès de plusieurs organisations pastorales sous-régionales, donc de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Il a longuement séjourné en Libye où il a fait ses études. Aujourd'hui, il est basé à Bogandé, sa province d'origine. Avec lui, nous allons aborder plusieurs questions telles que le développement, l'expérience libyenne du développement, l'effondrement de la Libye et les questions du terrorisme au niveau du Sahel et bien d'autres sujets. Alors, docteur Diallo, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci aussi pour l'invitation. Merci bien, vous êtes à l'émission Monde politique de Watt FM et de Free TV. Madame, Monsieur, encore une fois, merci de votre fidélité. L'émission avec docteur Diallo, c'est parti. Alors, vous avez été en Libye, vous avez fait pratiquement 13 ans, vous y avez séjourné, vous avez fait vos études. Comment est-ce que vous êtes retrouvé au pays de Mouammar Kadhafi? Ok, merci pour la question. En réalité, moi, je commençais d'abord par école coranique. Au moment où je devrais aller à l'école comme tout le monde, je me suis retrouvé d'abord à l'école coranique pendant près de 7 ans dans ma province, plus précisément dans un village de la commune de Bogandé. Et quand je finis les études coraniques, je quittais à mon maître coranique, c'était en 1983. Je suis allé un peu à Tenkodogo parce que quand on finit le Coran, il faut aller encore étudier l'islam. Il y a quelques documents qu'il faut apprendre pour questions islamiques. De Tenkodogo, je suis revenu à Puitenga. Puitenga, je me suis retrouvé à Djibo pendant 4 mois. C'était en 1984. Après ça, je suis venu à Ouaga. C'est quand je suis venu à Ouaga maintenant que j'ai abandonné l'école coranique et je suis allé maintenant à l'école franco-arabe. Au tout début, j'ai commencé d'abord par l'école libyenne qui était à Zabri Daga en une année. Ensuite à Goungé, franco-arabe 86-87. Ensuite, je me suis retrouvé à Bobo. C'est par la suite que j'ai rencontré des militaires libyens, armés de l'air, qui étaient venus pour soutenir la révolution de Thomas Sankara. Quand vous étudiez une langue, donc si vous rencontrez ceux qui parlent cette langue, donc vous tissez des relations pour mieux apprendre. Ouais. C'est pour cela qu'ils m'ont proposé, si je veux aller en Libye, je dis bien sûr, parce que pour avoir la bourse à son temps, aller en Arabie Saoudite, en Koweït ou soit dans le monde arabe, c'était très difficile. Parfois, c'est par le test. Et là, ils m'ont dit, si j'ai le passeport, il y a un cargo militaire qui vient régulièrement à Ouaga et que je pourrais suivre le cargo pour aller en Libye. Voilà. Donc c'est pour cela qu'en 89, j'ai eu à faire mon passeport. Et en 90, un jour, j'étais de passage juste pour le saluer. Et du coup, ils m'ont dit que l'avion est venu et que demain, tu vas partir avec nous en Libye. Donc c'était pour moi vraiment incroyable parce que j'avais tellement de difficultés à vivre à Ouaga à son temps. J'avais même carrément abandonné l'école, vu les difficultés. Donc, dès qu'ils m'ont informé, ils m'ont dit, voilà, il faut aller chercher le visa. Et heureusement que je connaissais même les gens de l'ambassade, le consul qui donnait le visa. C'était autour de 11h qu'ils m'ont informé. J'ai commencé le démarche jusqu'à 23h pour aller même collecter quelques sommes par-ci, par-là, même pour faire des photos. Il faut aller demander aux amis. Donc, je marchais entre Cité Antroua et Amdallah à pied jusqu'à Ouemtenga. Donc, pour le lendemain, pour avoir le visa le matin. Et dans la soirée que je suis allé voir le consul, M. Omran, j'ai dit, voilà, l'armée de l'air libyen m'a promis que je vais aller en Libye demain avec leur avion. Il m'a dit de venir à l'ambassade le matin, à 8h. Je suis arrivé, il a pris mon passeport, il m'a dit de revenir à 10h. C'est comme ça, j'ai obtenu le visa et je suis allé à la cité Antoua, les militaires logés là-bas.
autour de 15 heures, on est allé à l'aéroport et c'est parti. Et c'est parti. Voilà, donc c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment incroyable que j'allais pouvoir... parce que les gens passaient par le Niger, par le désert. J'ai eu même à aider un ami Bobolé qui avait de l'argent pour prendre la route. Je l'ai présenté au consul à l'ambassade pour le visa. Et en ce moment, moi, je n'avais rien. Donc, c'est le même jour que je l'ai amené à l'ambassade pour le présenter, pour négocier pour lui le visa. C'est le même jour qu'on m'a informé que le lendemain, je devrais aller en Libye, gratuitement. Ah ouais. Donc, on a atterri à Tripoli dans la nuit. Le lendemain, ils m'ont payé un autre billet pour qu'on puisse aller dans leur région. Par avion, c'était autour d'1 heure de vol. On a dormi là-bas. Et le lendemain encore, on a pris le véhicule pour aller se retrouver dans son village. C'est lui qui m'a amené. C'était vers la frontière avec l'Algérie. Ça fait plus de 1000 km de la capitale. Il m'a présenté sa famille. Et les familles des autres aussi qui étaient au Burkina. Donc c'est comme ça, petit à petit, je suis retourné à Tripoli pour me présenter à l'ambassade du Burkina. C'était M. Bouli Yero qui était l'ambassadeur. Ouais. Parce que tout Burkinabé qui est arrivé, il faut aller s'inscrire. Voilà, exactement. Il nous a bien accueillis. Et c'est comme ça qu'ils ont négocié la bourse pour nous. Nous étions 6 Burkinabés pour aller faire l'école, on appelle ça l'enseignement de base en Libye, ça veut dire collège. Okay. Voilà, c'est à travers ça que on a pu intégrer. En 93, j'ai obtenu le BPC. En 96, j'ai obtenu le bac, équivalent ici peut-être bac D, parce que là-bas il y a ce qu'on appelle lycée général, qui a 2 options, littérature et la science. Et moi, j'ai fait l'option bac scientifique. Donc là, on pouvait aller toutes les facultés scientifiques selon, bien sûr, la moyenne. D'accord. Voilà. Donc voilà un peu comment je suis arrivé en Libye. Alors, mais vous avez fait des études, vous êtes docteur vétérinaire. Pourquoi le choix de cette filière? Voilà. Bon, en tout cas, j'ai beaucoup aimé la médecine vétérinaire parce que déjà, étant issu de cette communauté pastorale, voilà, c'était vraiment avec plaisir. C'était le premier choix que j'ai fait, parce qu'au moment de bac, on demande de faire les choix. C'était le premier choix que j'ai fait. Et Dieu merci, j'ai pu obtenir vraiment ces diplômes. Et par la suite, vous êtes rentré, il y en a qui sont restés. Pourquoi est-ce que vous êtes rentré? Oui, bien sûr, parce que moi, mon objectif, c'était vraiment d'avoir les diplômes. Et quand je faisais mes études, je n'ai jamais imaginé qu'est-ce que je vais faire après. Où travailler, comment il faut vivre, ça ne m'intéressait pas. Tout ce qui m'intéressait d'abord, d'avoir mon diplôme. Et après ça, il faut retourner en Afrique. Parce que vu de tout ce qu'on a vu là-bas aussi, et quand vous êtes l'Africain comment on appelle ça, de l'Afrique noire, quand vous traversez, vous quittez l'Afrique noire, vous avez envie de revenir pour aussi faire quelque chose. Parce que vous subissez toutes sortes de critiques. On vous traite comme vous n'êtes rien, vous ne serez rien. Voilà, c'est tout ça avec cette idée aussi révolutionnaire, sankariste. Et là-bas aussi, vu de ce que Kadhafi a fait pour son pays. Donc, dans nos débats à l'université, c'était il faut retourner construire l'Afrique. D'accord. C'était pour ça, parce qu'en 2011, j'ai eu la chance d'aller en vacances en Danemark. Mon tuteur m'a proposé si je vais rester. Il y avait les conditions pour pouvoir rester en Danemark. Et je n'ai pas voulu. Je suis allé aux Pays-Bas. J'ai fait 18 jours. J'ai visité des universités. Il me restait une année de terminer mes études en Libye. Donc, j'ai dit, je vais repartir terminer mes études en Libye et retourner voir mes parents et voir ce qu'on peut faire chez nous. Avant encore, peut-être, si ça ne va pas, on pourra encore ressortir. Là, en 2003, je suis revenu. Voilà, je suis revenu parce que dans mes idées, il faut revenir dans son pays et même aller directement dans sa province, dans son village pour aussi aider ses parents et aider aussi les autres. C'était vraiment ça l'objectif. Ok, vous avez été en Libye, c'est sûr que vous avez vu clairement, comment est-ce que Kadhafi a
développer son pays, à travailler pour son pays. Quelles étaient les bases, les piliers de la révolution libyenne? Je pense que d'abord, au début de la révolution de Kadhafi, Kadhafi croyait à ce qu'il faisait. Si vous suivez au tout début, je ne dis pas à la fin, parce qu'il y a début et à la fin. Oui. Quand il a démarré sa révolution, vraiment, c'était quelqu'un aussi issu d'une famille pauvre, qui était maltraitée, qui a voulu aussi amener les changements, qui a voulu défendre tout pauvre. Donc c'est ça qui l'a motivé à son temps à prendre le pouvoir avec bien sûr ses compagnons. Au tout début, il a distribué les richesses des pays au niveau de, comment on appelle, l'ensemble de la population libyenne. Ça, je suis témoin parce que moi, je voyageais beaucoup chaque vacances. Je passais mes vacances peut-être autour de 1000 km, un peu plus de 1000 km de la capitale. Donc c'est là que je vis vraiment le véritable développement parce que tous les villages étaient électrifiés, goudronnés, la nourriture, la santé, l'éducation, tout c'était pratiquement gratuit pour tout citoyen libyen. Ce n'est pas parce que tu es résident à Tripoli que non, tout le monde avait à peu près la même chose. Maintenant, c'est lui qui travaille plus, c'est lui qui fait le business plus, peut-être c'est lui qui va construire des étages. Mais au moins, c'est logement, l'eau, tout ce qui est nécessaire pour la vie humaine, tout Libyen avait, comment on appelle ça, accès. Mais comment est-ce qu'il a fait pour arriver à un tel niveau de partage équitable des fruits de la croissance? Comment est-ce qu'il est arrivé à faire ça? Non, quand on croit à quelque chose, si vous croyez à quelque chose, si vous avez envie de faire quelque chose, c'est très facile. Avant tout, c'est la volonté. Dans tout ce que nous disons, c'est la volonté. Si vous avez la volonté de nourrir toute la population, de l'éduquer, parce que lui, ses références, il regardait le monde occidental. Pourquoi ils sont arrivés à dominer le monde? En fait, c'était aussi ses idées. Si vous suivez ses discours, il se comparait aux Américains, aux Français. Pourquoi ils ont pu arriver à dominer le monde? Donc, je pense que c'est une croyance. Il croyait. Et à son arrivée aussi, c'était le début de pétrole. Mais ce n'est pas parce qu'il y a le pétrole qu'il a pu le faire. Nous avons des pays en Afrique qui sont plus riches que la Libye, qui n'ont pas pu faire quelque chose. Voilà, donc moi je pense que c'était vraiment la volonté. Quand il a pris le pouvoir, il avait la volonté de distribuer les richesses dans l'ensemble du territoire libyen. D'accord, c'est vrai, il y a le pétrole, mais aussi il y a les autres ressources. Alors, de ce que l'on entend parler, de ce qu'on voit parfois dans les reportages ou à travers les livres, c'est la maîtrise de l'eau, qui est aussi une difficulté pour des pays comme les nôtres. Exactement. Comment est-ce que la Libye a maîtrisé l'eau pour la mettre au service de son développement, alors que la pluviométrie n'est pas aussi forte là-bas? Non, ce n'est même pas que ce n'est pas fort, parce que moi, là où j'ai passé mes vacances, dans la région de Oubari, il ne pleuvait jamais parce que c'est le Grand Sahara. Il pleut même pas? Jamais, jamais. Peut-être s'il y a du nuage, ça goûte des gouttes et puis c'est fini. Et quand je partais pour mes vacances là-bas, on partait dans la ferme de la famille, là où j'ai logé. Et qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il a donné le moyen à chaque Libyen qui veut produire. Tu veux produire, tu délimites l'espace là où tu vas produire, qu'est-ce que la personne veut faire, immédiatement il envoie l'électricité. Directement, quel qu'en soit l'endroit. Oui, sur les installations. Directement. On plante des poteaux jusqu'au niveau de la ferme de la personne. Et ils vont creuser des forages à des centaines de mètres. Quand ils trouvent l'eau, c'est fini. C'est comme c'est la mer mer souterraine. Comme il y a électricité, il y a pompe électrique, il y a tout le matériel nécessaire. Et la population libyenne était formée à travers la télé. À travers la télé? À travers la télé. À travers la télé, à travers l'encadrement de services techniques. Donc là-bas, moi, durant les 13 ans, je n'ai jamais vu un projet ONG, des gens qui viennent de l'extérieur pour former les gens. Mais à la télé, comment est-ce que les formations se faisaient? Non, c'est très simple parce que tout le monde parle arabe. Donc on dispense les formations à la télé? Les formations à la télé. On montre comment il faut entretenir sa ferme, comment il faut faire ceci. Et il y a aussi
de services déconcentrés. Pratiquement dans chaque village, il y a tous les services dans chaque village. Moi, je ne parle pas de la commune. Vous parlez de village? Non, moi je parle du village. Et quand je vois ici en Afrique noire, on est là, on parle de l'enfant, on parle de la femme, on parle de tel ou tel. Mais Kadhafi parlait de la famille. Il faut que la famille soit bien. Il faut que la famille arrive à avoir tous ses besoins. Donc, parce que la femme se trouve dans la famille, l'enfant est dans la famille. Donc, si la famille est bien, donc le reste, c'est bien parti. Vous êtes à l'émission Monde politique de Watt FM et de Truth TV. Notre invité, c'est Dr Assimi Diallo, consultant indépendant. Mais je précise qu'il a longuement séjourné en Libye. Alors, nous poursuivons notre échange. Alors, vous dites que Kadhafi a formé les Libyens à travers la télé. Et puis, mais la vérité aussi, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un autre virage de cette révolution libyenne. Est-ce que vous avez vu qu'à un moment donné, il y a eu des déviations? Parce qu'à l'entame de vos propos, d'ailleurs, vous avez dit, au début, Kadhafi avait de la volonté, il avait de bonne foi. Est-ce qu'à un moment donné, il est sorti de son chemin? Je pense que pendant la guerre en Libye, en 2011, j'ai suivi son numéro 2, commandant Diallo, qui parlait. C'était à la chaîne Al Jazeera qatarienne que j'ai suivi, qui a aussi dit la même chose, que Kadhafi a bien travaillé, il croyait ce qu'il faisait au début de 1969 jusqu'à 1975. C'est là qu'il avait vraiment posé la base de développement. Mais par la suite maintenant, il a dévié. Il a dévié un peu parce que là, peut-être que ce qu'il a fait amener à dévier, il voulait l'unité arabe. Il avait un peu oublié le peuple libyen pour vouloir maintenant, dans le monde arabe, vouloir orienter tout le monde arabe. Question palestinienne aussi, c'était là, alors que question palestinienne, on l'avait accusé de terrorisme aussi. Donc là, ça n'a pas été facile pour lui. Et le même commandant Diallo, son numéro 2 à son temps, il a dit que quand ses fils ont grandi, ils ont pris le pouvoir libyen, c'est comme affaire de famille. Le fait qu'ils ont pris ça comme affaire de famille, donc beaucoup qui ont aidé à construire la révolution, beaucoup qui ont aidé à construire le système, ont commencé à s'écarter. Et beaucoup étaient partis comme de réfugiés politiques dans le monde occidental. Je pense que c'est ça aussi qui a précipité son départ. Parce qu'à un moment donné, avec qui vous avez construit le système, qui connaissent tous vos secrets, comment vous avez fait, à un moment donné, s'ils quittent, et là, voilà, vous n'êtes pas vraiment en sécurité. Donc il a voulu dominer le monde arabe. Apparemment, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'est par la suite maintenant qu'il est revenu vers les Africains. C'est par la suite qu'il a aussi appelé l'unité africaine. Bon, vous savez aussi qu'en Afrique, si on n'a pas une bonne vision de construction de l'Afrique, voilà, et même si quelqu'un vient avec ses moyens, avec ses idées, c'est vraiment compliqué. D'accord. C'était devenu un peu comme un peu de relations personnelles avec certains chefs d'État, voilà, et d'autres choses qui s'est passé dans la sous-région, comme tel de l'appui aux rébellions, de coups d'État et tout ça. Bon, vous voyez que là, en ce moment, on dévie un peu, on laisse son objectif que de construire la Libye et se retrouver dans un autre monde. D'accord. Mais à un moment donné, l'effondrement de la Libye aussi est intervenu à l'issue de la guerre qui a été déclenchée en 2011. Des présidents ouest-africains comme Amadou Toumani Touré du Mali avaient dit aux Occidentaux de ne pas toucher la Libye compte tenu de la délicatesse de la situation. Alors est-ce qu'il y a un lien? Donc aujourd'hui, les gens font rapidement le lien entre l'effondrement de la Libye et la question du terrorisme au niveau du Sahel. Est-ce qu'il y a véritablement un lien ou c'est juste une coïncidence des choses? Non, il y a un lien parce que c'est lui qui connaît la Libye. Au vivant de Kadhafi, il avait contrôlé toutes ses frontières, malgré ses plus d'1 million de kilomètres carrés, un territoire très vaste, désertique, mais il avait vraiment contrôlé ses frontières. Donc, fait que la Libye est cassée, c'est comme un grand barrage qui a cédé. Donc les inondations
forcément vont apporter tout ce qui est... Voilà. Donc vraiment, ça a beaucoup contribué. Mais bien avant ça, n'oublions pas aussi que la rébellion du Mali et du Niger aussi a contribué parce que là aussi c'était soutenu par le colonel Kadhafi. Les différentes rébellions Touareg. Voilà, les différentes rébellions Touareg, c'était soutenu aussi par Kadhafi. Donc le problème avait déjà commencé. Et même déstabilisation aussi de l'Afrique de l'Ouest à travers Libéria, la Côte d'Ivoire, Sierra Leone. Tout ça, ça contribuait bien sûr à l'entrée d'armes massives dans nos différents pays. Donc ça, c'était juste comme une introduction. Mais c'est par la suite maintenant que voilà, le grand barrage a cédé. Et voilà, nous assistons tout ce que nous assistons actuellement. Plus aussi, fait que déjà nos pays, c'était des pays faibles, fragiles, ils ne pouvaient pas supporter voilà, toutes ces vagues d'entrée avec d'armes, avec tous les matériels de guerre. Parce qu'on n'était pas préparés. Si vous regardez le pays africain d'une manière générale, c'est comme quand Corona est venu, à montrer le monde qu'on n'était même pas préparé pour faire face à quelque chose vraiment de ces genres. Donc ça facilitait aussi, ça accélérait de tout ce que nous connaissons aujourd'hui, le fait qu'on était vraiment fragile, on avait problème de développement, cohésion sociale n'y était pas, comme on le dit aujourd'hui. Donc voilà, c'est des occasions maintenant pour tout déstabiliser et voilà là où on se retrouve aujourd'hui. Alors est-ce qu'au regard de l'évolution de la situation actuelle en Libye, il y a l'espoir que ce pays se relève? Oui, il y a l'espoir, mais encore ça va prendre du temps. Parce que vous savez que la Libye aussi, le problème de la Libye, même le temps de Kadhafi, c'est un pays qui est constitué de tribalisme. C'est des tribus. Si vous prenez par exemple la région de Tripoli, est complètement différente de Benghazi. Depuis même le temps de Kadhafi, il y avait quelques problèmes entre les tribus, voilà, Est, l'Ouest, voilà. Et aussi fait que il y a aussi le problème de pétrole. N'oublions pas aussi que là où il y a la guerre, c'est là que les grandes puissances aussi profitent avec le marché noir, avec tout ce que nous connaissons. Donc, vu tout ça, en tout cas, même si la Libye va se relever, ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre peut-être maintenant avec la jeunesse consciente qu'il faut vraiment unir tout le monde. Voilà, je suis souvent les informations sur la Libye. Il y a de l'espoir, mais ça ne doit pas être facile. Son fils a été candidat, c'est vrai que les élections pour le moment en Libye, ça traîne. Est-ce que vous pensez que son fils peut réussir à réunifier la Libye? Oui, bon, je ne sais pas, comme moi, je ne fais pas la politique, je ne connais pas très bien la politique, mais les informations que je vois actuellement, je vois dans les réseaux sociaux, dont là où beaucoup de Libyens ont regretté le départ de Kadhafi. Donc peut-être que, vu de tout ça, un jour, peut-être qu'il pourra aussi se positionner. Mais ça ne doit pas être aussi facile que nous pensons parce que le pays est complètement divisé. Surtout côté Benghazi, Tripoli, voilà, même autour de Tripoli, il y a encore des groupes armés, de tribus qui ne s'entendent pas. D'accord. Alors, quand il y a eu le déport des combattants libyens avec les armes au niveau du Sahel par les frontières Mali et puis ce qui s'est passé au niveau du Niger, qu'est-ce que les États du Sahel auraient pu faire pour contrer ça, pour contrecarrer toutes ces choses-là en son temps? Bon, moi je pense que fallait travailler, peut-être chacun devrait d'abord de façon individuelle dans son pays, voir tous les facteurs qui pouvaient favoriser à déstabiliser son pays. Question de développement, question de frustration, l'injustice, problème de gouvernance. Il fallait rapidement régler ces questions tout au long de ces frontières pour un peu barrer. Parce qu'en réalité, c'est quoi? La guerre aujourd'hui, c'est des combattants. Même si vous avez des armes sophistiquées, si vous n'avez pas de combattants, vous ne pouvez pas gagner la guerre. Mais si vous abandonnez le territoire, en acquisant juste les Occidentaux, surtout la France qui a déstabilisé la Libye. Parce qu'on ne peut pas empêcher les événements. On ne peut pas empêcher qu'un grand vent va venir dans notre village ou dans notre ville. Mais c'est à chacun de voir comment il faut bien implanter sa maison.
Et c'est ce que nous, on a oublié. Et on est resté dans classique division politique. Les gens étaient là juste pour faire la politique, gagner de l'argent, pendant que voilà, le cancer était en train de ronger. Et aussi, il n'y a pas eu de la solidarité entre l'ensemble de ces pays sahéliens. Chacun gère à sa manière, chacun a des problèmes dans son pays. Parce que ça, c'était aussi quand même, rapidement, il fallait se retrouver. Les pays sahéliens, y compris les pays côtiers, le golfe de Guinée. Parce qu'on regardait la chose depuis l'Afghanistan. Pour nous, non, ça c'est pour les musulmans afghans, c'est pour les Arabes. Les Arabes sont des terroristes, les Arabes. Et nous, on était là, on liait. Mais écoutez, le monde est petit. Si vous voyez un mal quelque part, mais il faut commencer à se préparer. Je pense qu'on n'était pas on n'a pas eu de la vigilance. Et ce qui m'a étonné aussi, que jusqu'à là, nous restons dans la même idée, même débat qui continue. Ouais. Vous qui nous suivez à la radio, nous sommes avec Dr Assimi Diallo, docteur vétérinaire consultant indépendant sur les questions pastorales. Il a aussi cette expérience d'avoir vécu en Libye. Nous parlons de la chute de Kadhafi en lien avec le terrorisme, mais il y a aussi la question de l'islam, donc la question de la religion dans la lutte contre le terrorisme. Pour certains, ça a des fondements religieux, pour d'autres, ce ne l'est pas. La vraie raison, selon vous, est-ce qu'il y a un lien entre la religion et le terrorisme, et comment est-ce que c'est venu, surtout que la chute de Kadhafi a favorisé les choses? Bon, question de l'islam, je me réserve beaucoup parce que, bon, c'est vrai que j'ai étudié un tout peu l'islam, mais je ne suis pas vraiment spécialiste. Et on doit faire attention quand on évoque quelque chose, peut-être qu'on ne maîtrise pas trop. C'est ça. On ne peut pas aussi dire qu'il n'y a pas de lien parce qu'en réalité, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est le débat aussi dans le monde arabe. Si vous suivez le monde arabe, c'est un débat. C'est cette question de... Là-bas, il parle de la violence. Pourquoi on utilise l'islam pour faire de la violence? Cette question, tous ceux qui aujourd'hui suivent le monde arabe, qui comprennent l'arabe, vous partez dans le média, cette question revient régulièrement. Voilà, pourquoi on utilise l'islam pour faire de la violence? C'est ça la question. Maintenant, les gens vont dire ça, c'est pas l'islam. Mais c'est au monde musulman aussi de montrer alors que ça, ce n'est pas de l'islam. Il faut avoir un message à apporter. Il ne suffit pas seulement de... Par exemple, si je prends le cas de Burkina, j'ai dit ça plusieurs fois dans les rencontres, il ne suffit pas de rester à Ouaga et condamner les actes. Mais il faut réfléchir quel message il faut apporter. Et si vous regardez par exemple au Burkina ici, depuis des années, ceux qui font école coranique, les franco-arabes, ce sont des gens qu'on a négligés. Normalement, dans un pays, tout ce qui se passe dans les pays, l'État doit savoir. Quelle qu'en soit la religion, le développement, tout. Mais en réalité, on a dit non, ça, ce sont des musulmans, ça ne nous regarde pas. Mais quel enseignement nous donnons? Ce n'est pas organisé. Ce n'est pas, comment on appelle ça, chacun, il vient, il donne ses enseignements. C'est comme moi, par exemple, j'étais à l'école coranique. Je comprends certains jeunes aujourd'hui qui on a pu vraiment embobiner dans ça, parce que moi, je suis passé un peu par là. Cette perception, la croyance, de ce qu'on nous donne comme enseignement, voilà, de base. Alors que si c'est lui qui enseigne, s'il n'est pas qualifié, s'il n'est pas contrôlé par exemple, le comité musulman, s'il n'est pas contrôlé, si on ne sait pas où il a fait son école, mais on ne sait pas quel enseignement il est en train de donner les enfants. Et c'est ça qui amène aussi les polémiques aujourd'hui, même au sein de l'islam. Entre les musulmans même, il y a problème. Les musulmans sont plus victimes de cette violence-là. Parce que aussi, il y a problème de compréhension, il y a problème de secte. Quand on dit le salafisme, quand on dit le soufisme, les chiites, voilà. Donc vous voyez déjà qu'il y a polémique aussi autour de la question. Qu'on n'arrive pas à organiser aussi le monde musulman, à savoir si quelqu'un enseigne le Coran. Est-ce qu'il est qualifié? Quel enseignement il donne?
C'est pour cela fait, que nous, on a vu ça dans le monde arabe, comment ça se passe. Par exemple, nous, on était à l'école libyenne, l'enseignement de base. On fait tout, physique, chimie, mathématiques, comme tout ce que vous voulez. Tout ce qu'on fait ici en français, on le fait en arabe. Mais les enfants, quand ils quittent à l'école, il y a quelque part dans le village, dans la ville, là où ils apprennent le Coran. D'ici là qu'il va terminer l'école primaire, peut-être il a déjà mémorisé le Coran. Et quand quelqu'un a le BPC, il peut aller maintenant faire, s'il veut aller dans une école islamique, il y avait des instituts spécifiques pour l'islam, pour théologie, il peut aller vers là-bas. Donc l'État a tout organisé, l'État a tout contrôlé pour un peu canaliser. Quel qu'en soit tout ce que nous faisons, on ne peut pas éviter le problème, mais il faut qu'on soit un peu organisé. C'est pour cela que j'ai pris l'exemple de ce que j'ai vu en Libye. J'ai voulu appliquer ça à Bogandé. J'ai appuyé les comités musulmans à son temps pour former une association de maîtres coraniques pour organiser. Ça, c'est depuis, moi je suis arrivé là-bas en 2005 que j'ai commencé. J'ai dit non, dans toute la province de la Nyanya, il faut voir tout maître coranique, il faut l'inviter, il faut discuter, il faut échanger comment il faut enseigner le Coran. Vous pouvez aussi faire appel à d'autres personnes qui sont mieux, qui ont des connaissances. Pour renforcer les capacités. Pour renforcer des capacités et enseigner les enseignants. Et au lieu d'avoir les enfants qui mendient, il fallait trouver quelques projets, métiers, embouche bovine, ovine, couture, quelque chose comme ça. Voilà, pour qu'ils puissent aussi apprendre l'islam, le Coran, et en même temps aussi trouver de quoi pour vivre. Mais j'ai l'impression que c'est très difficile parce que, ça n'a pas marché. Cette mentalité, ça n'a pas trop marché. On a sensibilisé dans toute la province, mais c'est très compliqué parce que c'est une mentalité qui est là. Les changements de comportement, c'est pas pour tout de suite. Si chaque province, les gens sont organisés, voilà, si vous êtes musulman, voilà votre religion, vous voulez apprendre l'arabe, ce n'est pas un problème. Personne n'a empêché quelqu'un d'apprendre l'arabe. Personne n'a empêché quelqu'un de prier, de faire la barbe ou soit faire le pantalon sauté. Ça, notre État, personne n'a dit qu'il ne faut pas faire ça. Mais c'est une question de l'organisation. C'est là la responsabilité du comité musulman aussi, d'aller sur le terrain et voir comment ses membres sont organisés pour faire face. Parce que parfois, si on dit c'est ça l'islam, d'autres vont dire non, ça c'est pas l'islam. Donc il y a de la contradiction à l'intérieur, voilà. Mais le vrai problème, il n'est pas réglé. Voilà, le vrai problème n'est pas réglé. En plus de ça, maintenant, question de développement. On ne peut pas abandonner le territoire et dire que quelqu'un d'autre ne va pas l'occuper, ce n'est pas possible. D'accord. Mais vous dites qu'à l'intérieur, il y a de la polémique parce qu'il y a des sectes qui font ce boulot, mais il y a des sectes également qui sont à l'intérieur. Mais la question, c'est comment est-ce qu'au niveau aussi des associations islamiques qui existent, comment est-ce que ces choses-là aussi sont traitées à l'intérieur? Oui, vous savez que dans notre pays, tout le monde est divisé, malheureusement. Tout le monde est divisé. Les politiciens sont divisés. La société civile, les associations, j'ai l'impression que chacun veut juste faire quelque chose à son intérêt. Alors que, un exemple, si nous sommes musulmans, notre intérêt, que l'islam soit bien vu. Notre intérêt de pouvoir bien pratiquer notre islam. Il ne faudrait pas que notre pratique soit malheur de quelqu'un, que c'est la violence sur d'autres. Mais maintenant, si vous avez votre association, moi j'ai mon association, peut-être qu'il y a des intérêts, parce qu'on n'a pas si développé le pays, faire un business, trouver de l'argent ailleurs que c'est basé sur les associations. Malheureusement, en fait, c'est ça aussi, on est tombé dans ces problèmes-là. D'accord. Alors, en lien avec, sur les questions de la lutte contre le terrorisme, aujourd'hui, il y a le risque également de confrontation, des affrontements communautaires qui s'indexent et qui accusent ou qui se soupçonnent aujourd'hui, qui a aussi devenu un autre problème dans ce contexte-là. Alors, comment est-ce qu'on peut régler les questions communautaires dans la lutte contre le terrorisme? Bon, moi je pense que, excusez-moi peut-être, je m'excuse parce que souvent dans cette question aujourd'hui on ne sait pas quel mot il faut placer, exactement, soit pour arranger ou soit pour gâter. C'est vraiment sensible. Tout à fait. Et si vous voyez,
En tout cas, Mali, Burkina sont tombés dans cette histoire de communautaire. C'est pour vous dire un peu que j'ai suivi de ce qui s'est passé au Mali en 2016. J'étais dans un programme. C'est comme j'ai dit, on dispensait des formations entre la frontière Mauritanie-Mali, Mali-Burkina, Burkina-Togo, Burkina-Niger, Niger-Tchad, et même Bénin fait partie. J'ai eu la chance de participer à la formation à beaucoup de jeunes dans ce milieu pastoral musulman. En 2016, je partais dans Boucle de Mouhoun pour visiter quelques centres de formation. Ensuite, je rentrais au Mali par Ouenkoro. Aller jusqu'à Koro, j'ai fait beaucoup de villages à Bankas, à Koro et tout autour. C'était au début des problèmes communautaires au Mali, entre les Dogons et le Peul. Et l'ONG qu'on travaille avec là-bas, Delta Survie, son coordinateur, qui a aidé à gérer à son temps pour que ça ne s'éclate pas. Ouais. Mais la difficulté, c'est quoi? En fait, le problème est parti, à mon avis, sur le problème de ressources naturelles, la terre. Vous savez, dans cette zone, il y a une zone occupée par les éleveurs depuis des années. Et vous savez que tout notre problème au niveau de l'élevage, vous partez dans une zone là où vous êtes seul pour faire votre élevage. Au fur et à mesure, la terre devient fertile parce qu'avec les animaux, ça devient plus fertile. Et les agriculteurs aussi se déplacent. Mais toujours, c'est l'éleveur qui a tort parce qu'on a dit c'est lui qui se déplace. On ne voit pas les déplacements de champs. Il y a certains projets parfois qui ne prennent pas en compte de tout ça. Il vient, projet de l'agriculture. Il racle tout dans les comptes de l'agriculture. Donc, il y avait ces problèmes-là qui étaient là bien avant. Et je pense que les gens ont profité de la situation pour faire le règlement de comptes. L'erreur aussi que le Mali a fait à son temps, d'armer les civils. Ah, ils ont armé les civils. Ils ont armé les civils. Pour aider l'armée, parce que j'entends dans nos pays on dit l'armée ne peut pas tout faire, mais l'armée doit être professionnelle, l'armée doit faire ce qu'il doit faire. Et civil aussi doit faire ce qu'il doit faire. Et là maintenant, rapidement, on s'est retrouvé dans une guerre communautaire parce que là, les éleveurs voyaient que c'est l'État qui appuyait les agriculteurs pour retirer leurs terres. Et aussi, où il faut trouver les armes circulent partout. Et pour quelqu'un, si tu veux une arme, bien sûr, ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu vas acheter l'arme, mais il y a d'autres conditions. Donc, moi, j'ai assisté à ça, et j'ai vu comment ils ont géré à son temps. Quand je suis rentré au Burkina, j'ai appelé aussi nos associations de la communauté Peul. Je dis voilà, faisons attention parce que c'est qu'au Mali, en train de venir ici. Nous devrons faire très 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 attention parce que c'est la même continuité, c'est le même peuple en réalité. Ouais. Et malheureusement, on n'a pas pu faire quelque chose, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des organisations qui ont tenté. Mais finalement, c'est le même problème qui était au Mali. Qui s'est déporté au Burkina. Non, nous, on n'a pas su anticiper. On n'a pas su anticiper. Et jusqu'à là, on est en train de naviguer là-dessus. On n'arrive pas, malgré les études, les chercheurs. Moi, quand je suis docteur Assablaga Ouedraogo, Mahamoudou Sawadogo, qui donne tout en détail, mais pourquoi on ne prend pas tout ça en compte avec nos sociologues, avec nos anthropologues? Voilà, des gens qui maîtrisent le terrain, qui font des rapports régulièrement. Donc, il fallait rapidement essayer de voir les facteurs favorisants de cette situation pour atténuer ça. D'accord. Docteur Assimi Diallo, à Monde Politique, nous allons continuer dans le domaine où vous évoluez le plus, le domaine du pastoralisme. Il y a aussi l'éternelle question, le conflit agriculteur-éleveur. Des pistes de bétail ont été dégagées, mais avec la population qui est en train de s'agrandir, ça pose également un problème. Aujourd'hui, quelle est la situation de ces conflits-là, les conflits agriculteurs-éleveurs? Les choses se sont calmées ou bien ça s'augmente? Non, la situation conflit agriculteur-éleveur, c'est ça qui a évolué à ce que nous assistons actuellement. Mais malheureusement, les gens ne veulent pas parfois qu'on dise ça. Ah oui?
Je me rappelle, moi, au tout début, quand je commençais un peu à travailler avec les associations de la communauté Peul, il faut le dire comme ça, en 2007, à travers un docteur linguiste, Issa Diallo, on a fait pratiquement dans beaucoup de régions au Burkina, on a fait le Ghana, on a fait le Togo, on a fait le Bénin, mais chacun dans sa poche qu'il enlevait. On n'attendait pas pour avoir le financement pour le faire, parce qu'on voyait déjà le danger venir. C'était pourquoi? C'était pour sensibiliser cette communauté pastorale, d'abord sur la question de l'éducation, sur la question de l'intégration avec les autres communautés, parce qu'on gagnerait mieux vraiment de vivre ensemble. Personne ne peut vivre seul. On a fait, depuis 2007, et même j'ai aidé à créer des associations dans chaque commune de la Nyanya pour la communauté Peul, en invitant les autres pour venir voir ce que nous faisons. Parce que tout de suite, si on te voit, tu réunis ta communauté, c'est un peu bizarre, voilà, qu'est-ce qu'il est en train de préparer. Mais pour être transparent, on invitait les autres, on expliquait aux autres, voilà ce qu'on est en train de faire. C'est une communauté qui est en retard, qui est vulnérable. Donc il faut aussi qu'on l'aide un peu aussi à se relever. À se relever. Donc il y a eu des rapports. Par exemple, si je prends le cas de Tabital Poulakou, une association nationale et internationale de la communauté Peul, au tout début que ça a été créé au Mali, mais actuellement nous avons dans chaque pays. Voilà. En 2015, son président, le bureau de Tabital, a fait le point de tous les problèmes agriculteurs éleveurs, les conflits, les tueries. Il n'y a pas eu la justice, les tueries et les déplacés massifs à son temps. C'était son Excellence Isaac Zida qui était le Premier ministre. Ils ont transmis cette lettre-là. Je dois avoir ces documents-là jusqu'à présent. C'était depuis des années de ce qui s'est passé. Ils ont dit, si on ne fait pas attention, ça va évoluer à autre chose. Nous avons dit ça dans les grandes rencontres, des rencontres à haut niveau, dans là où il y a des ministres de sécurité, de la sécurité, de l'élevage. Faisons attention, l'affaire va évoluer. Maintenant, tout ce qu'on dit, les éleveurs sont des criminels. Les éleveurs, c'est des gens qui gâtent. Les éleveurs. Moi, je dis, je ne défends pas l'éleveur ou une communauté. Moi, mon intérêt, que toutes les communautés vivent ensemble. Je ne défends personne, mais si vous ne faites pas attention, c'est lui qui vous voyez qu'il est criminel aujourd'hui, c'est lui qui vous voyez que c'est lui, la faute revient à lui. Si vous ne l'aidez pas à quitter dans ça, supposons que toute la communauté Peul est criminelle, mais la communauté Peul dans 21 de pays africains, c'est combien? 50 millions, 60 millions. Imaginez-vous voir si 60 millions est criminel. Si on ne l'aide pas à l'intégrer, d'avoir tous ces gens-là avec nous, mais finalement, on ne pourra rien construire. Moi, je parle de l'Afrique, je ne parle pas du Burkina. Je parle du continent africain. Et ce n'est pas ça uniquement, c'est la communauté Peul, mais la communauté pastorale d'une manière générale en Afrique. Ce n'est pas seulement le Peul qui sont la communauté pastorale. Tout à fait. Donc maintenant, les gens ont fermé les yeux. Les gens, tout ce qui les intéresse, c'est de créer des projets, avoir le financement. Et voilà, partager l'argent dans les ateliers, études et tout. Alors que la réalité, cette jeunesse de la communauté pastorale aussi, a envie aujourd'hui de vivre comme tout le monde, être éduqué, formé, avoir aussi un emploi. C'est comme toute la jeunesse. Maintenant, ce sont des gens qui sont vus, comme ils se déplacent, comme ils sont nomades, donc les gens n'ont pas bien vu, et voilà. Aujourd'hui, on ne parle plus de conflits agriculteurs-éleveurs parce que dans toutes les régions, aujourd'hui, on parle autre chose que ça. D'accord, mais tout le monde se cherche. Il y a eu les pistes à bétail qui ont été dégagées, oui, bien mais dont l'application pose problème. Est-ce que aujourd'hui, avec le niveau de population qu'on a, puisque la population augmente de jour en jour, est-ce que on peut toujours parler de pistes à bétail? Ce n'est pas mieux de créer des aires proprement d'élevage? Ce n'est pas plus facile comme ça? Quand on parle de pistes à bétail, ce n'était pas seulement que pistes à bétail, il y avait des zones de pâture, il y avait des zones pastorales. Oui. Mais c'est comme vous l'avez dit, le nombre de personnes augmente, les superficies restent les mêmes.
le nombre d'animaux augmente, mais tout ça, c'est la politique. C'est parce qu'en fait, un éleveur ou agriculteur ne peut pas seul s'asseoir régler les problèmes dans les villages. Mais l'importance, l'utilité de l'État moderne, c'est quoi? Mais l'État, c'est l'État qui doit tout organiser. C'est l'État qui doit tout voir, parce que l'État, d'abord, c'est tout le monde. C'est l'État qui a tous les moyens. Il ne suffit pas seulement que les ONG, les projets viennent dégager pistes à bétail. Parce que les transhumants qui quittent peut-être à Douri, qui va au Togo, il va traverser dans des zones là, on va dire que tu n'es pas d'ici. Un agriculteur va dire que non, cet éleveur ne va pas m'empêcher quand même de faire mon champ parce que moi je suis sur ma terre, la terre de mes ancêtres et tout. Et toutes les pistes aujourd'hui sont obstruées. Toutes les zones de pâture, pratiquement, en tout cas ça n'existe pas grand-chose. Ça n'existe pas grand-chose, mais l'État n'arrive pas à gérer tout ça, à toutes ces richesses-là. Imaginez voir le monde pastoral, de tout ce qu'on a comme l'économie, de tout ce qu'on a comme social. Hein, tout ça, on laisse parce que c'est les éleveurs qui ne respectent pas. Il suffit seulement de dire non, c'est le paysan qui ne respecte pas. Est-ce que ça va nous sortir de ces problèmes? Donc, moi, je pense que tout ça, c'est la faiblesse de nos États. C'est parce qu'on n'a pas de grands projets, on n'a pas une vision comme telle que Thomas Sankara avait. Si on avait juste poursuivi de ce que Sankara avait entamé, on n'allait pas être là aujourd'hui. Mais rien n'est tard. Même si aujourd'hui on décide à partir d'aujourd'hui de revisiter tout ce que Thomas Sankara avait planifié dans notre pays, parce que lui, il prenait en compte de tout le monde. Sankara était au-dessus de l'ethnie, de la religion, de religion. Non. Lui, c'est un Burkinabé, africain. Mais si nous restons toujours, nous regardons, non, c'est un éleveur, non, c'est un musulman, non, c'est un de la région de l'Est. Mais l'État doit être au-dessus de tout ça pour vraiment, avec tous ces experts que nous avons aujourd'hui, des intellectuels que nous avons, il faut qu'il soit tout planifié, aller village par village, campement par campement, pour parler aux gens, pour écouter et accueillir les propositions des gens. Il ne suffit pas seulement de faire un atelier à Ouaga, à Fada, à Douri, inviter quelques personnes ressources régulièrement, comme moi, personnes ressources qui se retrouvent toujours dans les mêmes ateliers. Dans les mêmes ateliers, pour faire les mêmes choses. Pour faire la même chose. Quelqu'un qui va assister 2 ateliers, tout simplement parce qu'il y a des perdus, mais je suis vraiment désolé. Quelque chose qu'on n'a jamais connu en Libye, moi, ma première fois en 2004, il y avait journée vétérinaire, on m'a invité. On a suivi des conférences scientifiques avec des experts. Ensuite, on a mangé. Et par la suite, on a dit de venir signer, prendre 15 000. Mais je demandais à mon collègue, mais ça c'est quoi? Il dit non, prends et puis tu te tais. Ici, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, tu vas venir écouter la conférence, manger, et encore, on va te payer. Donc, pour moi, c'était vraiment quelque chose. Mais à un moment donné, quand j'ai vu aussi que ça aide à mieux faire la sauce, donc voilà, tout le monde est plongé dans ça. Non, mais on a aujourd'hui des personnes ressources qui sont bloquées dans le village reculé, qui savent exactement ce qui se passe, qui ont des solutions, mais malheureusement qui n'ont pas de la parole. Et on ne part pas les chercher. Non, on ne part pas les chercher, parce qu'aujourd'hui, moi si je rentre à Bogan et dis, ah mais c'est dangereux. Ah non, il ne faut pas aller là-bas. C'est l'État même qui dit, ne partez pas là-bas parce que c'est dangereux. Le service de l'État même qui dit, ne partez pas là-bas parce que c'est dangereux. Mais qui va aller le chercher? Si aujourd'hui tout ça tourne autour de, je vois actuellement les ateliers, c'est Ouaga, maintenant c'est Koudougou, Manga, Anatana. Mais si on recule, si on abandonne tout ce beau monde qui est dans les villages reculés aujourd'hui, qui souffrent, qui ont envie aussi de contribuer, de parler, mais il faut aller vers eux. Donc malheureusement, c'est ça qui fait que... Alors, il y en a qui, pour le moment, parlent d'armer les populations, d'en faire une guerre populaire. Est-ce qu'il faut aller dans cette logique? Moi, je vous suis, monsieur le journaliste, je suis toutes les télés de Burkina, Tri TV, Burkina Info. Ça, c'est un avis personnel. Moi, je ne suis pas du tout d'accord et je l'ai dit plusieurs fois dans
toutes les rencontres que j'ai assistées avec les FDS, avec les autorités, avec l'administration. Et je donne juste un exemple. Aujourd'hui, le Niger. J'ai commencé à aller au Niger depuis 2011. En 2017, j'ai traversé le Niger, allé au lac Tchad. Jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas si le Niger a armé les civils. Mais je pense bien que le Niger s'en sort actuellement mieux. Le président nigérien actuel, en tout cas, il a su prendre les choses en main. Je me rappelle que là où les civils voulaient s'armer, on les a attaqués, massacrés près de 60 de personnes, y compris le maire du village. Oui. Le président de la République allait directement le rencontrer et dire « Qui vous a dit de prendre les armes ?» Bon, si je me trompe, vous me dites. Oui, c'est ce qu'il a dit. Oui. Il a dit non, c'est notre rôle de vous... C'est à l'armée de protéger la population. Voilà, de protéger la population. Et vous aussi, vous jouez votre rôle. Je pense qu'après ça, en mars, moi j'étais à Niamey. J'ai discuté avec beaucoup de personnes, de tous qui connaissent mieux le terrain. Ils ont dit depuis en ce moment, il n'y a pas eu ce genre de trucs. Je vous donne l'exemple du Tchad que j'ai commencé à aller depuis 2014, par la suite 2016, 2017, 2018, et jusqu'à récemment en décembre, j'étais au lac Tchad. Chaque fois que je vais au Tchad, c'est au lac Tchad, là où il y a l'insécurité, les attaques de Boko Haram. Ce que j'ai vu au Tchad, on n'a pas armé les civils, mais qu'est-ce que le Tchad a fait? Ils ont recruté des jeunes dans les localités les plus difficiles. Ils ont recruté les jeunes dans les localités les plus difficiles dans l'armée. Parce qu'ils connaissent leur milieu, mais ils sont formés, ils sont dans les détachements avec d'autres militaires qui sont venus d'autres régions, des expérimentés. Donc, vu de tout ça, si armée civile, depuis que par exemple l'histoire de VDP a commencé, si on avait dit voilà un village qu'on a pu stabiliser grâce au fait qu'on a armé le civil, il n'y a pas de problème, on pouvait multiplier. Mais vous savez que c'est armé au civil là qui a amené le déplacé massif. Parce que c'est une guerre, c'est quelque chose qui n'acceptera jamais saupoudrage. Soit vous le faites correctement avec les professionnels, il faut avoir une armée républicaine, professionnelle. J'insiste sur la question professionnelle. C'est eux qui doivent faire le travail, mais quand vous avez le résultat, obligatoirement, les civils vont vous soutenir. S'il y a la confiance entre vous et la population va vous soutenir. Depuis au début des événements, tout ce que moi j'entends que les gens disent, que la population ne collabore pas. Même dans toutes nos chaînes de télé, la radio, la population refuse de collaborer. Mais quand même, s'il vous plaît, la population ne veut pas la sécurité. Si la population ne collabore pas, il y a un problème. Mais il faut chercher les problèmes et le régler. D'accord. Alors, pour terminer, une dernière question. Mais il est dit qu'en Algérie, les populations étaient utilisées et armées pour pouvoir faire face en son temps contre les attaques terroristes. Est-ce que cet exemple peut s'appliquer dans des pays comme le Burkina, le Mali, le Niger? Bon, moi je pense qu'effectivement, j'entends cette question que revient l'Algérie. On voit actuellement, on parle de l'Ukraine, mais nous ne sommes pas dans le même contexte. Chacun n'a qu'à voir d'abord lui son contexte. Les contextes ne sont pas les mêmes. Ouais. Le Mali, vous savez, ce qui ressemble plus, c'est le Mali et le Burkina. Mais ils ont armé les civils. Est-ce qu'on a réussi à faire quelque chose? C'est le contexte qu'il faut voir. Parce que armer les civils aussi suppose que l'armée a utilisé tous ses moyens. Par exemple, je parle du béret rouge, les gendarmes qui sont des militaires. Ils n'ont pas pu. Donc, on a aussi donné aux armes aux policiers. Il y a les paramilitaires, comme on l'a dit. Les GSP, la douane et tout, les forestiers. On n'a pas pu régler la question. On a recruté des jeunes encore ajoutés dans l'armée. Tout ça n'a pas réglé la question. Et là, maintenant, on peut dire, voilà, on peut ouvrir maintenant la voie. Mais là aussi, ça dépend. Dans quel contexte nous étions? Est-ce que dans les villages, les gens s'entendent? Est-ce qu'il y avait de l'harmonie? Est-ce qu'il y avait de la cohésion sociale? Parce que la plupart de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le règlement de compte entre même les villageois.
au sein de la même communauté. Moi, aujourd'hui, je ne parle pas entre communauté et communauté. Au sein de la même communauté, histoire de rivalité. Vous savez, certains partent dans les groupes armés tout simplement parce que telle famille a leur fils qui est là-bas. Comme on ne s'entendait pas, si je ne me rallie pas, ils vont venir me taper. Ils vont venir me taper, prendre mes bétails et tout. Bon. Vous voyez là où, comment la chose évolue, ça tourne. En tout cas, pour le moment, moi, je ne suis pas d'avis. Parce que si on arme la population, c'est le règlement du compte. En tout cas, ça risque d'aller à la guerre civile. Alors que l'armée n'a pas encore puisé tout, c'est quand même... Majoritairement, on ne voit pas le béret rouge comme ça sur le terrain. On voit que les gendarmes, on voit que les policiers. Donc je ne sais pas, je ne suis pas militaire, mais à mon avis, vraiment, moi, ça, je ne partage pas à cet avis. D'accord. Et c'est sur ces mots que nous vous disons merci d'être venu parce que le temps de cette émission est terminé. Merci, Monsieur Diallo, donc Dr Assimi Diallo, que nous souhaitons recevoir certainement sur d'autres plateaux à Monde Politique pour évoquer d'autres sujets. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci, vous qui l'avez suivi. Merci à Alphonse Déduit à la radio et à Césaire Kafando qui a piloté au niveau de la télévision Free TV. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro avec un autre numéro de votre émission Monde Politique sur nos ondes. Nous étions aujourd'hui avec Dr Assimi Diallo, docteur vétérinaire et consultant indépendant. Merci et bien des choses chez vous.